100% de taux d'imposition au-delà de 400 000 euros de revenus annuels, création de l'impôt sur la fortune financière. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont dégainé leur proposition pour taxer les plus riches. Explication et décryptage avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. On va commencer par cette proposition du patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. On prend tout au-delà de 400 000 euros par an. On se dit quoi? On la prend au sérieux cette proposition ou est-ce qu'on ricane un peu? Oh, ricane, non, c'est pas notre genre de ricaner, mais la prendre au sérieux, c'est un peu difficile parce que c'est une proposition extrême. Et après, il y a un certain nombre d'arguments qu'on peut opposer, mais il y a un argument très simple qui est quand même le Conseil constitutionnel et la définition de ce que c'est qu'un impôt confiscatoire. Et donc le sujet a été tranché en 2012, donc à moins de changer la Constitution là-dessus, ça sera donc difficile à projet faire qui passer. n'est pas constitutionnel, donc qui n'est pas applicable, donc ça ne sert à rien d'en parler, quoi. Voilà, alors donc pour en parler quand même un tout petit peu, puisque sinon on va s'ennuyer, ou on pourrait peut-être parler du temps, mais ce n'est pas trop le sujet. Non, pas vraiment. Donc le principe de l'impôt confiscatoire, ce que retiennent les sages du Conseil constitutionnel, c'est ils regardent le taux marginal et ils intègrent l'ensemble des prélèvements obligatoires qui peuvent tomber sur un contribuable. Donc il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi des prélèvements sociaux, la CSG. Il y a aussi potentiellement l'impôt sur la fortune. Bon, il a été supprimé, mais il serait rétabli. Quand on met tout ça bout à bout. Et quand on met tout ça bout à bout, on peut arriver à plus de 100%. Et en fait, même s'il n'y a pas de règle exacte de ce que c'est que confiscatoire en termes d'impôt, en gros, le Conseil constitutionnel a considéré qu'à partir de 70%, ça devenait confiscatoire. Alors, rappelez-vous, François Hollande, en 2012... Oui, cette taxe qui avait fait à l'époque ricaner Will Smith, quand on lui pose la question, au JT de France 2. C'est exact. Il faudra retrouver sa réaction. Oui, tout à fait, ça l'avait fait glousser même. Enfin, il s'était un peu étouffé. Ouais. Il avait une très haute opinion de la France, et quand il a entendu ça... ça l'a brusquement ramené sur Terre en se disant « mais c'est quoi ce pays ?» Et donc à l'époque, quel rapport avec... Donc quel rapport? François Hollande avait mis dans son programme, rappelez-vous, ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs au sein du Parti Socialiste, parce que c'était une mesure qui n'avait pas été prise de façon consensuelle. La taxation à 75% au-delà d'un certain seuil de revenus qui était assez élevé. Cette mesure ensuite a été mise dans un projet de loi de finances et elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel en 2012, donc assez rapidement. Donc 100% de taxation au-delà de 400 000 euros par an de revenus, ça ne passera pas, le cap du Conseil constitutionnel. Là, aujourd'hui, on en est sûr, ça c'est certain. Il a d'ailleurs pas toujours, il a un peu changé là, sur cette question aussi. Oui, c'est assez amusant parce qu'à l'époque, de François Hollande, en 2012, effectivement, il était au Parti Socialiste. Et cette mesure qui avait été prise par François Hollande dans le feu de la campagne, après son discours de Villepinte, « Mon ennemi, c'est la finance », dans lequel il était dans un ensemble de propositions assez radicales pour contrer Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon, sans doute, n'était pas très content de ne pas avoir été dans les secrets de ces propositions-là. Et donc il est contre. Et donc il avait dit c'est absurde de taxer autant. Il avait dit, en fait, il ne faut pas humilier les gens quand ils ont de l'argent. L'impôt, c'est le partage et la solidarité ne passe pas par l'humiliation. Bon, voilà. Ok, voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur de changer son fusil d'épaule. C'est intéressant quand même parce que de cette époque-là, et dans le programme de la France Insoumise en 2017, et encore dans la version écrite du programme 2022, en fait, il avait quand même une certaine forme de cohérence parce qu'il proposait effectivement une réforme de l'impôt sur le revenu, qui est toujours au menu, 14 tranches d'impôt au lieu des tranches actuelles, et un taux marginal maximal à 65%. Donc ça, c'est ce qui était un peu la doctrine Mélenchon jusqu'à maintenant. Et maintenant, on prend tout au-delà de 400 000 euros. Donc là, on est passé à 100%. 100%, oui. Enfin, c'est inopérant vu que ça ne passera pas le Conseil constitutionnel. Après, est-ce qu'on se pose la question théorique de se dire mais quel impact économique ça aurait si c'était, encore une fois, si ça pouvait passer, parce qu'il n'y a pas le cas? Est-ce qu'il y aurait, combien ça apporterait de plus dans les caisses de l'État? Est-ce qu'il y aurait des exils fiscaux en cascade? Donc au final, ça rapporterait moins? Est-ce qu'on se les pose ces questions-là? Oui, c'est pas très utile de se les poser. Mais oui, très probablement, avec des taux aussi élevés, avec un débat pour savoir si c'est ou non confiscatoire, ce qui enlève la légitimité. Enfin, vous voyez, dans l'impôt, il y a un consentement. Ça va légitimer tout un tas d'autres
d'autres possibilités. Alors, c'est un peu dommage d'ailleurs de bloquer le débat sur ces 100%, parce que dans les propositions de la France Insoumise, il y a peut-être des choses qui sont assez intéressantes sur l'impôt sur le revenu, comme par exemple d'avoir un impôt plus progressif, une CSG qui serait elle aussi progressive, donc, parce qu'on dit souvent, oui, il y a 40 ou 45% des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais ils payent la CSG, donc en fait, ils ont quand même un taux d'imposition qui est loin d'être négligeable. Donc d'avoir un impôt plus progressif dans lequel on intègre la CSG, d'avoir aussi un impôt qu'on appelle à la France Insoumise universel, c'est une proposition assez intéressante, qui est de dire que quand vous partez à l'étranger, on considère que vous avez quand même un dû fiscal à la France, même si vous êtes exilé. Qui correspond à l'écart de taxation entre les deux pays, c'est ça? On peut y mettre plein de choses, mais par exemple, on pourrait y mettre l'écart de taxation, mais en même temps, vous avez pris la décision de partir à l'étranger, donc vous n'avez plus les services publics associés. Mais on pourrait dire, vous avez quand même été éduqué en France, vous avez été soigné en France pendant que vous étiez jeune, donc à ce titre, vous pouvez conserver une forme de dû fiscal vis-à-vis de la France. Voilà, c'est des propositions qui peuvent être intéressantes. Enfin, pour ceux que ça choquerait ou qui trouveraient ça totalement incongru. Je vous rappelle que les États-Unis ont un impôt de ce type. Non, et puis au-delà de ça, le sujet de la taxation des plus hauts revenus a été mis sur la table par le FMI, encore une fois, qui n'est pas d'obédience. Oui, c'est pour ça que c'est un peu dommage de tuer le débat. Au printemps dernier. Voilà, c'est un peu dommage de tuer le débat avec une mesure qu'on pourrait qualifier d'excessive. Oui, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, mais bon, voilà. De son côté, Marine Le Pen, elle, prône et propose un nouvel ISF, qu'elle appelle l'IFF, ne pas confondre avec l'IFI, donc c'est le contraire en gros de l'IFI, c'est le contraire de ce qu'a fait le président Macron. Impôt sur la fortune financière, on retire l'immobilier de l'assiette taxable et on met tout ce qui est placement financier, tous les avoirs financiers, on garde le même taux que sur l'ISF, et ça rapporterait de l'ITL 3,4 milliards d'euros, et ça toucherait 250 000 contribuables. On dit pourquoi pas l'impôt sur la fortune financière signé Marine Le Pen, ou est-ce que c'est mieux, moins bien que l'IFI ou que l'ex-ISF? Disons, l'approche de Marine Le Pen, c'est vraiment de dire je vais faire le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, donc je vais revenir sur le prélèvement forfaitaire unique, je vais rétablir la partie financière de l'ISF, et du coup, la partie immobilière, je vais la supprimer. Il y a d'autres mesures qui s'ajoutent à ça. Mais économiquement, est-ce que ça a du sens? Économiquement, est-ce que ça a du sens? C'est toujours un peu compliqué. Bon, là, les taux auxquels serait pratiqué cet impôt sur la fortune immobilière ne sont pas très clairs. Il n'y a pas une absence de fiscalité aujourd'hui sur le patrimoine. Il y a une taxation à 30% par le prélèvement forfaitaire unique qui touche aussi les plus-values. Donc, ça va beaucoup dépendre du taux de l'impôt sur la fortune financière. Mais le concept de se dire, finalement, on sort de l'impôt sur la fortune immobilière, on taxe, encore une fois, on taxe les placements financiers, inverser la proposition d'Emmanuel Macron, est-ce que ça a du sens économiquement? Est-ce que c'est plus pénalisant, moins pénalisant ça dépend beaucoup des taux, David, en fait, parce que, bon, le débat... Même taux que l'ISF, dit Marine Le Pen. Au même taux que l'ISF, oui, mais alors l'ISF était un impôt progressif dans lequel on a une base. Donc si on enlève l'immobilier, oui, pour beaucoup de gens, en fait, ça les ramène à un taux beaucoup plus bas, parce que le seuil de déclenchement, c'était 1,3 million. Mais en comptant votre patrimoine immobilier, si on ne compte plus le patrimoine immobilier... Mais son idée, c'est d'exonérer d'ISF des gens qui ont un appartement dans une grande ville française et aujourd'hui qui sont frappés d'impôt sur la fortune immobilière alors qu'ils ne sont pas riches pour autant. Oui, alors les gens qui sont frappés d'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, c'est-à-dire qui, dans leur résidence principale, qui est exonérée à 70%, qui dépasserait le seuil de 1,3 million d'euros, ils ne sont quand même pas non plus pauvres, David, je vous rassure, et ils sont assez aisés. Bon, par ailleurs, le taux qui est payé à ces niveaux-là de patrimoine est quand même relativement faible. Donc ça aussi, c'est quand même un élément très important, hein, c'est le taux auquel on taxe le patrimoine. Vous en pensez quoi de cette je pense que c'est un peu du marketing, quoi. C'est-à-dire que les effets économiques de l'impôt sur la fortune et de sa suppression, bon, France Stratégie les cherche encore, en plus, en moins, on ne sait pas trop. Donc c'est une mesure politique. Les effets induits, on sait, sont très très forts parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'optimisation fiscale. C'est vrai dans l'immobilier aussi, donc ça diminue quand même la part de recettes qu'on peut attendre de ces impôts-là. Bon,
il est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de plus-value dans l'immobilier et que c'est difficile de dire que ce sont des gens qui ne sont pas riches et que c'est le lot ordinaire. Et ces plus-values aujourd'hui ne sont pas taxées, donc c'est quand même une question. Bon, voilà, il y a une taxe foncière qui est en train d'être révisée, on pourrait avoir une taxe foncière progressive. Enfin, tout ça, après, c'est quand même vraiment une question d'appréciation de la fiscalité immobilière dans son ensemble, avec les taux exactement. Il y a beaucoup d'impôts qui pèsent sur l'immobilier. Il y a beaucoup de choses à changer pour que ça soit juste. Voilà, supprimer l'impôt sur la fortune immobilière, ça ne va pas révolutionner la fiscalité immobilière, loin de là. Enfin, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a quelques milliards d'euros de recettes sur aujourd'hui l'impôt sur la fortune immobilière. Et par exemple, l'ensemble de la fiscalité immobilière, taxe foncière, droit de mutation à titre onéreux. C'est beaucoup plus, évidemment. Mais ce n'est pas beaucoup plus, c'est 50 fois plus. Ouais. Là, je crois que l'impôt sur la fortune immobilière, c'est 1,7 milliard, je crois. Voilà, et au titre de l'ensemble de la fiscalité immobilière, on est à plus de 50 milliards d'euros par an. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, la question, elle est là. Comment on fait pour taxer les gens qui ont des plus-values très importantes et qui sont dans les plus hauts déciles de la distribution des revenus? Comment on fait pour ne pas trop taxer le bas de la distribution des revenus? Voilà, on reconnaît un peu la patte de Marine Le Pen et du Rassemblement national sur ces questions fiscales. C'est pas extrêmement travaillé, en fait. Donc là, c'est un peu de marketing en disant je vais faire le contraire de ce qu'a fait Macron, donc je me positionne à l'opposé. Après, c'est pas totalement imprudent et n'importe quoi, parce que finalement, ça joue sur très très peu de milliards. Ouais. Donc, bon, ok, on peut dire... Une proposition qui est plus raisonnable que celle de... C'est assez raisonnable. En même temps, taxation à 100% des revenus au-delà de 400 000 En même temps, il n'y a pas vraiment de vision fiscale derrière tout ça, quoi. On reste quand même dans une espèce de poujadisme soft, poujadisme doux, en disant, bah voilà, avec un discours sur l'immobilier, c'est les racines, on ne va pas taxer les racines parce que les racines, c'est important. Il y a un discours aussi sur l'impôt sur la succession, en particulier sur le patrimoine immobilier, en disant, voilà, ça, les racines, ça se transmet. Mais enfin, tout ça, c'est des mots, quoi. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de vision fiscale, il n'y a pas d'analyse de la question, il n'y a pas de réflexion sur est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour les gens qui ont du mal à se loger, qui trouvent que l'immobilier est trop cher, qui peinent à se loger près des centres-villes. Mesure politique, on aura compris. Ouais, donc c'est pas, enfin, voilà, c'est, bon, c'est un peu l'inverse de la France insoumise. La France insoumise, c'est un peu comme s'ils étaient allés trop loin, emportés par leur élan réformateur, en proposant une mesure et en mettant une mesure qui tue presque l'ensemble du projet parce que ça va attirer l'attention sur quelque chose qui apparaît d'un coup infaisable. Et puis de l'autre côté, il y a cette espèce de marketing politique du Front National dans lequel, voilà, il n'y a pas d'analyse en fait fiscale et économique et c'est vraiment que Macron. Enfin, c'est une campagne de cours de récréation, comme on pourrait dire. Allez, explication et surtout point de vue signé. Il y a ça pour lui, Xavier Timbaud. Donc, aucun point de vue là-dedans. Surtout du point de vue signé Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Salut, merci. Merci David.